Mon nom est Grégory Blanc et j'ai avec moi en studio l'ineffable, l'incroyable Olivier Lacombe, le seul et unique pilote désigné. Salut Olivier. Salut Grégory. Alors aujourd'hui, on attaque de plein fouet. Là. Un sujet qui nous passionne, le F-35. Oui, le fameux F-35. Oh oui, c'est fabuleux. Le Lightning II. Le Lightning II. C'est incroyable. Déjà, le nom me fascine. C'est le pire nom ever. Ouais, en tout cas. Fait que on a un beau programme en vue. En fait, on a décidé, suite à de nombreuses questions et discussions, de parler du F-35. On le sait, au Canada, c'est une saga. On doit remplacer nos bons vieux F-18 qui font très bien la job, mais qui commencent à vieillir plus ou moins bien. Et le F-35 est en liste pour peut-être le remplacer. Et on sait que c'est compliqué. Donc, on s'est dit, il y a beaucoup de légendes urbaines puis d'histoires un peu tout croche là, qui se promènent et qui sont sur les réseaux sociaux et dont on voit passer souvent les commentaires. Là, Quand Olivier, on subit les affres. Ah, c'est incroyable. Donc, on s'est dit, écoute, on va en parler. On va faire ça en 4 épisodes. Et on va essayer d'étaler, de mettre au grand jour toute l'histoire du F-35 en commençant vraiment de zéro. Fait qu'on va remonter dans les années 80, par exemple. Ce qu'on va faire tantôt. Mais avant, tu as eu une très bonne idée, Olivier. On va définir quelques concepts. Puis je pense que ça va faire du bien un petit peu parce que même moi, à la limite, des fois, des choses qu'on pense savoir, puis on n'est pas tout à fait... c'est pas exactement ça. Fait que ça va faire du bien pour tout le monde de passer en revue certains concepts, certaines définitions et autres choses qui se rattachent, qu'on va retrouver autour, dans le F-35 tout au long de son histoire. Oui, dans le fond, on va y aller avec une approche de ramper, marcher, courir. Parfait. Mais on va quand même garder ça abordable. Mm-hmm. Ça va être technique par bout, ça va être moins technique par d'autres bouts, mais c'est quand même, on n'ira pas trop dans le détail. Ouais. On va donner un portrait global de l'avion, du programme. Exact. Qu'on puisse comprendre ça s'en va où cette histoire-là, puis pourquoi c'est bon, pourquoi c'est pas bon, qu'est-ce qu'ils font de bien, qu'est-ce qu'ils font de mal. Donc, on a déjà parlé dans le passé, quand on avait parlé récemment du missile anti-radiation. Ouais. Donc, le jeu du chat de la souris avec les avions. Mm-hmm. Si j'ai un avion, si je vois à très basse altitude, je vais en dessous de l'horizon radar, donc les ondes radar passent en haut de moi, je suis pas détecté. Mais c'est très dur, voler à basse altitude, ça prend beaucoup de carburant. Ouais. C'est dur sur les pilotes, c'est dur sur l'avion. Si je vole très haut et très vite, là, le radar peut me voir et, comme M. Gary Powers a découvert pour son plus grand malheur, oui. Il peut être abattu. Donc, il paraîtrait que c'est endormi, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, non, mais ça... on en discutera dans un autre hors-série. Les ragots, on n'embarque pas là-dedans. Mais bref, donc, avec la furtivité, l'avantage, c'est qu'on peut se rapprocher d'une cible et vraiment venir détruire la cible avant que le radar ennemi nous découvre ou qu'on soit tellement proche qu'ils n'ont pas le temps de réagir. Mm-hmm. On est déjà en train de sonner. Donc, on va en parler un peu dans cette série-là. Mais pour commencer, on va établir les avions de combat depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis l'apparition de l'avion réaction. Oui. On les qualifie selon certaines générations. Oh, okay, oui. C'est un terme qu'on entend souvent. Oui, donc, absolument. les générations d'avions de combat réaction. Oui. Je dirais qu'il y a 4 ou 5 tables de ces générations-là. C'est fait étonnant. Les Chinois, ils ont une génération de moins que l'Occident. OK. Mais on ne parlera pas de leur classification à eux. On va plus prendre la classification des Américains, des Russes et ce qui se fait en Europe. OK. Donc, j'ai synthétisé ces générations-là avec des exemples qu'on puisse voir un peu c'est quoi. Donc, la première génération d'avions réaction, de 43 à 1955 environ. OK. As-tu une idée de quel avion tu situerais là-dedans? 43 à 55, écoute, je vais y aller avec le... c'était le P-80, c'est ça? Le Shooting Star? Ça, c'en est un. Donc, le premier qui va être inclus dans cette liste-là, c'est le Messerschmitt 262, l'avion réaction allemand. Ben oui. Premier avion réaction de combat opérationnel. Oui. Là-dedans, on a aussi le F-86, le MiG-15, le Hunter, le Météor, le Vampire, etc. Donc, tous ces premiers avions-là, même si on regarde les avions français comme l'Ouragan, le Mystère, Super Mystère, tout ça. Okay. Donc, ce qui définit cette première génération-là, c'est un moteur à réaction et c'est une vitesse subsonique élevée. Okay. Donc, on s'approche du mur du son, mais on ne le traverse pas encore.
Où on le traverse peut-être, mais en piqué, mais il n'y a aucun avantage tactique à aller plus vite que la vitesse du son que ces avions-là. De toute façon, si mes souvenirs sont bons, pour avoir vu des rapports de pilotes qui se sont approchés de la vitesse du son, vu que les avions n'étaient pas designés pour ça, même en piqué, on avait du buffeting. Puis c'est ça. Quand ton avion s'approche de la région transsonique, il arrive un paquet de choses bizarres. Exemple, il y a certains avions que quand ils passent le mur du son, les contrôles s'inversent. Oui. Donc, si on met le manche à droite, l'avion s'en va à gauche. Des trucs vraiment bizarres. Donc, le but pour ces avions-là, on digresse un peu, mais c'est de passer cette région transsonique-là le plus rapidement possible. Non, mais c'est important parce qu'il y a beaucoup de légendes urbaines aussi par rapport à ces générations-là. Fait que c'est bon. Ce passage transsonique-là, on va y revenir tantôt parce que le F-35 il y a eu des démêlés avec ça. Donc, on va en parler vers la fin de notre série. La deuxième génération de 1947 environ, jusqu'à environ 1960. Et là, vous remarquerez que les générations se chevauchent. Oui. Donc, à la fois, on peut avoir des avions de 2 générations différentes. Tout à fait. Donc, est-ce que c'est drivé, Olivier, par le fait que le fait simple et bête un peu de dire, on n'attend pas d'enlever l'avion du marché pour mettre l'autre en service? Oui, exactement. Donc c'est pour ça qu'elles se croisent. Et aussi, ça va se croiser, en fait, qu'on peut prendre un avion d'une génération ancienne, lui rajouter un équipement, puis il vient comme à moitié chemin, et il y a un pied dans chaque génération. Okay. Donc, si on parle de la deuxième génération, comme j'ai dit, de 47 à 1960, donc on parle de transsonique, de supersonique et de missiles infrarouges. Donc, les avions là-dedans, peux-tu donner un exemple? Alors, les avions là-dedans, qu'est-ce qu'on pouvait avoir? Il y a sûrement eu le Super Sabre, qu'est-ce qu'on a eu d'autre aussi? Y avait-tu toute la série, le Dart, Delta Dart et tout ça, là, toutes ces séries-là? Là? Donc, exemple, le MiG-17. MiG-17, bien sûr. Le F-86, lui, il est dans les deux. Parce qu'il est à la fois transsonique et à la fois équipé de missiles infrarouges vers la fin de sa carrière. Vers la fin de carrière. Il est aussi dans la première génération. OK. Donc, il est dans les deux. On a le F-104, le Starfighter qu'on a eu au Canada. Oui, le bon qui était fabriqué à Cartierville. Ouais. Le Mirage 3. Le MiG-21. Ouais. Donc, exemple de ces chasseurs-là. Ouais. OK. Donc, la troisième génération, 1960 environ jusqu'à environ 1970. Donc, on parle de chasseurs bombardiers multirôles et des missiles guidés par radar. Donc, des missiles qui ont une zone d'engagement qui est au-delà de l'horizon. Okay. Au-delà, pas au-delà de l'horizon, mais au-delà de la portée visuelle. OK. Donc, ces avions-là, on a le F4, oui. le F5, même s'il est très petit, c'est quand même un avion de 3e génération, le Mirage F1 et le MiG-23. OK. Par exemple. La 4e génération, 1970 environ à 1990, on parle de manœuvrabilité et du swing roll. Oh! Donc, on va définir ça tantôt, la liste de définition. C'est bon. Quel avion, d'après toi, je te pose la question? Là, 4e génération, on y va avec Mirage 2000, les F-14, F-18 première génération, là, on s'entend? Oui. Et tout ce monde-là. Oui, tous les Teen Fighters. Oui. Donc, 14, 15, 16, 17, 18. Oui. Etc. MiG-29, le Sukhoi 27, le Tornado, le Mirage 2000, comme tu dis, notre ami le M2K. Oui, le Mirage 2000 qui est une petite... qui, dans l'histoire, c'est vraiment drôle parce qu'on parlait des générations. C'est un des premiers à avoir les commandes de vol électriques. Oui, avec le F-16. Oui, avec le F-16, effectivement. Donc, ces avions-là sont c'est un peu des frères... Qui est très utile pour l'hypermanœuvrabilité. C'est pour ça que je le mentionnais. Là, il y avait un article il y a longtemps dans Air International, il comparait le F-16 et le Mirage 2000. Puis il montrait que le Mirage 2000 de son jour 1 jusqu'à maintenant, exemple, aujourd'hui, il avait presque pas augmenté de poids. Il est toujours resté slim. Donc, il a toujours gardé ses performances versus le F-16 du modèle A au modèle E, exemple des Blocs 60 des Émirats Arabes Unis, qui a comme doublé son poids maximum au décollage avec une perte de performance en conséquence. Donc, oui, l'avion fait beaucoup de choses, mais le Mirage 2000, il fait presque la même chose, mais il est toujours aussi performant. Il n'a pas évolué. Il n'y a pas eu une perte de performance. Exactement. Ensuite, on arrive à la génération qu'on appelle 4.5, qui est souvent décriée comme étant une fausse génération. Mais c'est quand même un lien qui va faire le lien entre la 5e génération qui va nous intéresser. C'est une génération souvent qu'on a attribuée à des... moi, ce que j'ai souvent entendu et ce que je me suis fait dire en trade show et dans des conférences, c'était que c'était une génération d'appareils
qui a été créé par le département de marketing. Oui, mais ce qui est drôle, c'est qu'il y a les militaires qui emploient ces avions-là font référence à des avions comme des 4.5. OK. Fait que ça a fini par rentrer dans la tête du Ouais. monde. Donc, la génération 4.5 de 90 à 2000, et incluant maintenant, si on veut, là, l'année 2000, là, c'est de nos jours. Ouais. Donc, amélioration de nos avions de la 4e génération, une meilleure fusion des capteurs. Mm-hmm. Et donc, là-dedans, on a le Typhoon, Ouais. le Gripen, Ouais. le Rafale, Of course. le Super Hornet. Eh oui. On peut même embarquer le F-15K, F-15SA. Tous ces avions-là vont venir là-dedans ici. OK. Et- Fait que donc, au niveau physiquement, l'avion n'a pas vraiment évolué. À part peut-être le Gripen, ben lui, le Gripen est arrivé. Le Super Hornet. Et le Super Hornet, exact, oui. Qui est quand même 30-40% plus gros Ouais, que le un Hornet tiers. facile. Là. Ouais. OK. Fait que physiquement, ça n'a pas vraiment beaucoup évolué, mais c'est vrai, on a vraiment mis l'emphase sur, on pourrait dire grossièrement, l'avionique, entre guillemets. Oui, tout à fait. C'est vraiment au niveau de l'avionique. Et on arrive à la 5e génération qui, depuis les années 2000, est avec nous. Donc, on parle de furtivité, super c'est dur à dire, super manœuvrabilité, super croisière, fusion des sources et radar AESA. Et là, ce qui est intéressant, c'est que dans les générations précédentes, ça prenait un de ces critères-là pour être dans la génération. OK. Dans la 5e génération, ça prend tous ces critères-là. Donc, un avion qui aurait tout ça, mais qui n'est pas furtif, Ouais. t'es pas dans la 5e génération, mon brave. Retourne faire tes devoirs. T'es Eh malheureusement boy. dans la 4.5. Hey, c'est te faire recaler à la porte, là, solide. Là. Ouais. Ouais. Donc, il n'y a pas de surprise ici. On parle du F-35. Dans cette génération-là, le F-22, qui était le premier avion de 5e génération. Ouais. Du côté de la Russie, c'est le Sukhoi 57. Oui. Le fameux- C'était le T-50, je pense, quand il était en... Oui. OK, ouais. Chez Sukhoi, c'est le T-50. Officiellement, en service, le Sukhoi 57. Ouais. Le Felon, F-E-L-O-N, son nom de code de l'OTAN. De l'autre. OK, ouais. Et on a le J-20, Oui. Qui est Nos l'avion amis chinois. Qui, lui, a pas encore un vrai nom. Ils n'ont pas encore sorti de nom. Il y a eu plusieurs rumeurs, mais des fois, vous allez voir, si vous allez faire des recherches chez Wikipédia, ils vont vous donner un nom pour le J20, un nom de l'OTAN, mais il commence pas par F. OK. Donc, c'est pas un vrai nom. OK. Contrairement au J10, qui est un chasseur de 4.5 génération, Mhm. qui lui est le Firebird. Puis le J10, juste pour référence visuelle, là, c'est celui qui ressemble un peu au Typhoon, hein, je pense. Ouais, c'est comme un Typhoon monomoteur. OK, c'est ça. Exact, ouais. Donc, Puis le FC-10? FC-31? FC-31, excuse-moi. Oui, ça, c'est le FC-31. C'est un avion qui est fait... en fait, c'est comme le concurrent du J20, Ouais. qui a jamais été construit. OK. Il faut savoir que FC, pour les Chinois, c'est la désignation des avions à l'exportation. OK. Si vous allez voir l'avion pakistanais, le JF-17 Thunder, qui est comme la énième déclinaison du MiG-21, Mhm. en termes chinois, c'est le FC-17. OK. Donc, mais il y a des rumeurs là, de plus en plus fortes que ça serait que le FC-31 deviendrait le J-31 et serait le chasseur furtif embarqué de la marine chinoise. OK. Et à l'heure où aujourd'hui où on enregistre, le 2 juillet, Oui. les premières photos du 3e porte-avions chinois qui devrait être équipé d'une catapulte OK. magnétique Mhm. sont sorties. Donc, le bateau est en cours d'assemblage. Donc, on devrait avoir Ouais. un truc là-dessus. Ben, c'est les rumeurs qui courent, là, comme quoi Ouais. parce qu'il ressemble étrangement. Puis la raison pourquoi j'en parle, Olivier, c'est parce qu'il ressemble vraiment quand même beaucoup. On s'était un petit peu... on s'était taquinés tous les deux là, il n'y a pas très longtemps là-dessus. Moi, je trouve qu'il ressemble beaucoup au F-35 là, quand même. Moi, je trouve que c'est moyen 22. Ouais. Ben, c'est vrai que les entrées d'air sont beaucoup plus Ben, c'est un F-22 bimoteur. style, là, puis c'est un bimoteur, effectivement. Juste en partant. Ouais, c'est vrai. Mais on va revenir là-dessus. OK, Il y a une filiation entre le F-35 et le F-22. Donc, c'est bon. on va vous revenir avec ça. Donc, là, on va définir quelques termes. OK. Donc, on a parlé déjà de la super manœuvrabilité. Mhm. Donc, super manœuvrabilité, ce qu'on entend par ça, c'est vraiment un avion qui va être capable de manœuvrer. Justement, il y a un avion qui vient de passer. Comme le PC-12, là, ouais. Ouais. Donc, c'est un avion qui va être capable de manœuvrer en situation post-décrochage. OK. Donc, ceux qui ont qui ont fait leur privé ou qui sont intéressés un peu à l'aérodynamique savent qu'un avion, lorsque l'avion est décroché, dans bien des cas, l'avion ne peut plus être manœuvré. Donc, on ne peut pas pointer le nez. L'avion est décroché, arrête de voler. Donc, on peut, oui, pousser sur le manche, baisser le nez, faire accrocher l'écoulement d'air sur les ailes et continuer notre vol. Ouais. Mais on peut pas faire grand-chose avec l'avion. OK. Donc, un avion qui est super manœuvrable, il va être décroché à 100%. Donc, l'avion ne vole plus. Il fait juste, exemple, s'il y avait une bonne vitesse et là, l'avion est décroché, il va juste continuer sur son aire d'aller. Mhm. Mais le pilote peut encore pointer le nez de l'avion avec les palonniers
Ouais. Donc, appuyer sur la pédale de droite et pointer le nez vers la droite. En même temps, pousser sur la manche, baisser le nez et aller attaquer une cible. Ouais. Donc, ça va être la super manœuvrabilité. Donc, si vous vous souvenez des années 2000, quand l'Internet a commencé un peu plus, qu'on a commencé à avoir des bandes passantes intéressantes, il y avait beaucoup de vidéos qui venaient de la Russie, des Sukhoi avec les poussées avec les tuyères orientables, la poussée vectorielle. Ouais. Il y a des vidéos du Sukhoi 37. Avec le fameux Cobra de Pugachev, là. Non, le culbit où l'avion faisait un flip. Oui. Ça, c'est la super manœuvrabilité. Donc, l'avion a arrêté de voler, mais il y a encore assez de... Il y a encore du contrôle pour faire un flip. Oups. Un flip sur lui-même. D'accord. Le micro est super manœuvrable. Exactement. Donc, ça, c'est un exemple de super manœuvrabilité. OK. Donc, pour les gens qui nous écoutent, quand vous allez à un spectacle aérien, vous voyez le F-18 faire sa démo. Quand il passe devant la foule, il monte à la verticale et ensuite de ça, il descend en rond. C'est un exemple de super manœuvrabilité. L'avion a un très, très fort angle d'attaque, il descend, mais le pilote contrôle quand même l'avion en descendant. Okay. Donc, c'est là où les gens, d'habitude, on a vu ce concept-là, c'est, à moins d'avoir vu la manœuvre du F-35, on va en parler plus tard. Ouais. Les F-35 aussi vont nous démontrer ça, mais dans le cas du F-18, c'est celle-là aussi. Aussi, le passage à angle d'attaque élevé. OK. C'est un exemple de super manœuvrabilité. L'avion vole très, très lentement, mais encore plein contrôle. Puis, c'est un bon exemple aussi que tu viens de donner avec le F-18 pour les gens qui nous écoutent. C'est un très bon exemple de quand tantôt tu mentionnais que ça prend tous Les critères. Ces critères-là pour être un génération 5, mais ça peut sous-entendre aussi que la génération d'avant, j'allais dire les générations, mais surtout la génération d'avant peut avoir certains de ces critères-là, mais ne les a pas tous. Exactement. Donc, la 4e génération, un des critères, c'était la manœuvrabilité. Ouais. Mais c'est pas cette super manœuvrabilité-là. Okay. Mais probablement que dans les avions qui l'ont eu avant tout le monde, c'est probablement le F-18, le MiG-29 et le Sukhoi 27 qui, eux, étaient super manœuvrables avant que le terme existe. Ouais. Donc, avec leur configuration particulière. Ensuite, on peut parler des viseurs de casque dans les avions. Ouais. Donc, celui qu'on utilise au Canada, que nos pilotes utilisent dans les F-18, c'est le GHMCS, le Joint Helmet Mounted Queuing System. Mm-hmm. GMX pour les intimes. OK. Donc, c'est un viseur où le pilote n'a pas besoin de regarder dans son collimateur en face de lui. Il peut regarder sur le côté et avoir les informations de vol, donc la vitesse, le cap, l'altitude, informations de ciblage. Donc, il y a une cible qui est là, je peux l'abattre, lancer une arme, peu importe. Ouais. Donc, il n'y a pas besoin de pointer le nez de son appareil vers la cible pour faire son travail. OK. Ça remonte à... ce concept-là remonte, c'est les Russes qui sont arrivés avec ça, avec le MiG-29 et le Sukhoi 27, où ils avaient leur missile, le R-11. Oui. Le R-73. Mais le R-11 aussi, il me semble, il l'avait. Ça se peut-tu? A-11, c'est c'est probablement la désignation de l'OTAN. OK. Mais le R-73, qui est la décision russe, où le pilote avait un système de visée de casque, où il pouvait regarder au-dessus de son épaule et tirer un missile. Donc, quand l'Allemagne s'est réunifiée, l'Allemagne de l'Est avait des MiG-29. Ouais. Et là, la Luftwaffe, la force aérienne allemande, a reçu ces MiG-29-là. Ouais. Les Américains se sont dépêchés à aller en emprunter un ou deux. Aller se battre contre ces pilotes allemands-là. Ouais. Et ils ont eu la désagréable surprise de faire face aux missiles, au R-73. Ouais. Donc, et là, ils se sont dit, ça nous prend quelque chose... dans ce style-là. Donc, ils sont arrivés avec le GHMCS. Pour ceux qui se posent la question de à quoi ça ressemble, si vous avez déjà vu des photos dans le poste de pilotage dernièrement, là, surtout là, ces dernières années, c'est à chaque fois que vous avez vu une photo avec un pilote qui a l'air d'avoir un gros front, là, la visière monte beaucoup plus haut que le front. Là, c'est un petit peu bizarre à regarder. Là. Ça va être dans les notes. Oui. Je tiens à préciser. D'accord. Donc, c'est ça, ces fameux casques avec la vision intégrée, là, le système dont Olivier parle. C'est vraiment bizarre, c'est vraiment... Puis, il y a eu aussi un petit peu de polémique au début là-dessus à cause du poids. Où certains, je me rappelle là, à une certaine époque, dans les air shows et tout ça, où les pilotes nous disaient ouais, c'est un petit peu rough pour le coup, là, le poids supplémentaire. Là, mais en hauteur. Là. Ce qui est intéressant, c'est que ce viseur-là sur le casque remplace les lunettes de vision de nuit. Oui. Puis ça, c'est un très bon ajout. Oui, c'est vraiment fantastique. Donc, avant, dans l'émission, si l'avion partait de jour et la mission progressera à travers la nuit, il fallait que les pilotes enlèvent ses visières
installe ses lunettes de vision nuit, Oui. mettre les batteries à l'arrière du casque Oui. pour continuer sa mission. Et là, avec ce système-là, ben, quand il fait noir, ben, le système s'active. Puis ça, encore une fois, pour donner une image aux gens qui nous écoutent, on le mettra dans les notes, c'était vraiment des lunettes de visée nocturne qui ressemblaient à des jumelles, là, des petites jumelles là, que tu installais qui se clippaient sur le casque. C'est toute une méga... Puis ces lunettes-là, il y avait un système que lorsque l'avion s'éjectait, les lunettes étaient détachées du casque avant que c'est une affaire compliquée. Là. Oui, tout à fait. Avec le système du GHMCS, c'est beaucoup plus simple pour le pilote. Oui, OK. Cool. Ensuite, un terme qui va revenir souvent, c'est un radar qu'on appelle AESA. Mm-hmm. Donc, es-tu bon pour nous sortir qu'est-ce que ça veut dire AESA? Oui, alors je l'ai et vous allez voir, c'est quelque chose d'assez... c'est assez spécial comme dénomination. Ce serait pas Advanced Electronic Synthetic Alors, Aperture? c'est Active Electronically Scanned Array. Exactement. Active Electronic Scan Array. Vous savez, les radars traditionnels, ça ressemble au SOCOP dans le film Contact quand ils cherchent le signal extraterrestre. Oui. C'est une parabole, il y a un émetteur au point focal de la parabole. Oui. Et ça envoie un signal qui est réfléchi par la parabole et ça s'envoie dans l'atmosphère. Et quand ça frappe un objet, ça revient dans la parabole. Oui. C'est refocusé au point focal. Et là, les systèmes, les boîtes noires, ils font leur magie. Le computer fait son analyse. Puis il envoie les choses. Donc, sur un radar AESA, ce qui se passe, c'est qu'au lieu d'avoir une parabole, là, on a une surface plate avec plein de radars miniatures tout le long. Et tous ces petits radars-là peuvent soit travailler tous ensemble pour faire un très, très gros radar ou travailler en 2 modes à la fois. Donc, la moitié de ces trucs-là vont regarder le ciel, l'autre moitié va regarder le sol. Ou la moitié va guider un missile, l'autre moitié continue à surveiller ce qui se passe. Parce que les radars, par exemple, si on regarde sur nos avions de 3e génération, comme un Phantom, ne pouvaient pas guider un missile et regarder s'il y a d'autres méchants. C'était un ou l'autre. Donc, ces radars-là permettent... vous allez entendre aussi les radars multimode. Mm-hmm. Donc, les AESA, c'est les radars multimode ultimes. Donc, ils sont capables de faire beaucoup de choses en même temps. Tout à fait. Ils peuvent prendre une photo du sol, guider un missile et surveiller l'espace aérien en même temps. Oui. Et important de mentionner que c'est des radars qui, normalement, là, parce qu'on n'est pas dans le secret des dieux, mais normalement, c'est des radars qui ne sont pas mobiles non plus. Oui. Donc, c'est ça. C'est un radar que, d'habitude, les radars, ils sont sur ce qu'on appelle en bon français un gimbal. Mm-hmm. Donc, une articulation, si on veut, comme un jeu universel qui permet à l'antenne de pointer droite, gauche, au bas. Ouais. Donc, ces radars AESA-là sont fixes, mais il y a certains systèmes qui trichent. Ils mettent les radars AESA sur un truc mobile. OK. Donc, ils sont encore plus capables d'aller... il y a certains avantages à ça. Donc, oui, c'est plus d'entretien parce qu'il y a une pièce mobile. Le gros avantage des radars AESA, c'est qu'il n'y a aucune pièce mobile. C'est juste une surface qui est fixe. Ouais. Et comme c'est plein de petits mini-radars, s'il y en a de ces radars-là qui brisent, ben, le radar conserve une bonne performance. Versus un radar traditionnel où si le moteur brise, ben, il n'y a plus de radar. OK. Les chasseurs de génération 4.5 sont presque tous équipés de ces radars-là. Hein? Oui. Soit qu'ils sont équipés de ces radars-là, soit qu'ils peuvent être équipés de ces radars-là. OK. Et là où je m'en allais avec ça, c'est que on a appris dernièrement que certains de nos F-18 au Canada vont être équipés, peut-être pas de la latest and greatest generation, Ben, quand même. Mais ils vont être équipés d'un système ils vont avoir le radar du Super Hornet Block 2. OK, ouais, quand même. Ça a de l'allure. C'est un très bon radar. Exact. Ensuite, on a la super croisière. Oh. C'est quoi ça, Olivier, la super croisière? En anglais, super cruise. Donc, la super croisière, c'est lorsqu'un avion est supersonique sans utiliser sa poche combustion. C'est-tu possible, ça? C'est très possible. Mm-hmm. Souvenez-vous d'un avion, monsieur Blanc, un avion blanc qui allait très vite. Un avion blanc qui allait très vite. Écoute, puis genre, y aurait-tu craché en frappant l'autre à côté, là? Non, il aurait plus craché en frappant l'hôtel. Ouais, ok, oui, c'est vrai. D'accord, fine. T'as raison. Fait que je vais y aller pour le Concorde. Oui, donc le Concorde, c'est probablement le premier avion qui a été conçu en super croisière. Oui. Donc, lui, quand il traversait l'Atlantique, il traversait pas l'Atlantique en étant en post-combustion sur ses 4 moteurs tout le long. Donc, il accélérait avec la post-combustion. Mm-hmm. Il passait le mur du son. Et lorsqu'on passe les murs du son, il y a souvent une augmentation de la traînée parce qu'il y a beaucoup d'air à passer au travers. C'est pour ça qu'il y a une fusée qui est lancée. Avant de passer le mur du son, ils réduisent la puissance parce que
Pour pas que pas mécaniquement, mais structurellement, ça affecte le... Donc, un coup que l'émousson était passé sur le Concorde, il diminuait la puissance de l'avion. Puis l'avion continuait d'accélérer. Il était fait pour aller chercher sa vitesse sans post-combustion. Okay. C'est pour ça qu'il pouvait voyager une si grande distance. Ouais. Il y avait assez de carburant pour le faire. Donc, cette super croisière-là, c'est de passer le mur du son sans utiliser la post-combustion. Donc, d'être très rapide, mais sans brûler beaucoup de carburant. Mm-hmm. Donc, ce qui augmente la distance franchissable. Ce qui est aussi très important, augmente l'énergie qu'on peut donner à un missile avant de le lancer. Non, vas-y, c'est ça. Parce que j'avais une image de... le premier à avoir eu ça, c'est le F-22. Ouais. Donc, avec les F-119, si mes souvenirs sont bons. C'est quelque chose qui m'a toujours fasciné au niveau de ce principe de Super Cruise parce que c'est un petit peu contre-intuitif. Si on regarde au niveau des chasseurs, on a tous vu Top Gun et autres Aigles de fer. OK, peut-être pas mauvais exemple. Non. Mais il reste quand même qu'on a toujours en tête l'image du fameux, la puissance dans le fond, puis on va vite. On va vite, exactement. Mais quand tu mêles à ça, puis c'est ça que je pense qui est important qu'on commence à intégrer, c'est tous ces principes-là, parce que le F-35, c'est un ramassis de technologie et de procédés physiques, des trucs que la plupart des gens ont entendu parler, mais on ne sait pas vraiment comment c'est mis en application. Ce principe-là là, de propulsion mêlé à de l'aérodynamique et c'est ça que ça donne. C'est que ça te permet après ça de passer à l'étape d'après qui est, comment je fais moi pour aller continuer, je dis bien continuer à aller vite sans rester tout le long sur la post-combustion, ce qui est infaisable. Là. Tu vas brûler tes tanks en 20 minutes. Là. Dans l'ancien temps, quand il y avait le F-14, ils avaient une façon d'opérer l'avion où pour aller vite, ils s'étaient rendu compte qu'un moteur à post-combustion puis un moteur en pleine puissance en post-combustion, c'était aussi efficace que les deux moteurs en post-combustion. Ouais. Fait que c'est... Ils avaient trouvé une façon, donc ils brûlaient moins de carburant, mais ça allait aussi vite. Mais je trouve ça... C'est ça que je trouve fascinant, puis c'est ça que je veux que nos auditeurs retiennent, c'est tout cet aspect... c'est tout cet aspect mécanique, ingénierie, physique. Puis on va en avoir besoin, on va beaucoup en parler de cet aspect, mettre en pratique des principes physiques parce que le F-35 en est rempli. Ouais. Donc, gardez ça en tête, là, on va en reparler régulièrement dans les prochains, aujourd'hui très certainement, et dans les prochains épisodes également. Revenir à Fédéric, la super croisière, il y a d'autres avions qui l'ont. Donc oui, tous les avions de 5e génération vont l'avoir, mais si on regarde dans les générations 4 ou 4.5, le Typhoon peut le faire. Ouais. Et je crois que le Rafale est capable de le faire aussi. Le Rafale, ça va être à vérifier, sincèrement. Je sais pas si les M88 sont capables de Super Cruise. Peut-être pas les Rafales F1, mais probablement les standards 3, ils sont probablement capables de le faire. OK. Parce qu'il il va faire une autre émission un jour conjoint Eurofighter Rafale parce que c'est deux avions qui sont partis de la même idée. Oui. Qui ont leurs chemins sont séparés. Eh oui. Mais à l'origine, c'est la même chose. Donc, si un peut le faire, ça m'étonnerait que l'autre soit capable de le faire. Ouais, probablement. C'est en tout cas à vérifier. On s'éternisera pas là-dessus, mais à vérifier effectivement. À vérifier. Et là, on va parler de fusion des sources. Oh! Donc, dans un avion, on a le radar, on a la radio. On a si on regarde sur les F-18, on a le Sniper Pod qui est sur le côté, la caméra infrarouge et de désignation laser pour pointer pour un laser. On a aussi ce qu'on appelle le Link 16. La liaison 16. Liaison 16 en français. Là. Ouais. Qui est si on veut, un Internet pour l'avion. Ouais. Où il reçoit ses données de cible ou des données quelconques d'un autre avion. Ou d'une station au sol ou d'un satellite. Puis ça va être quelque chose d'intéressant à mettre en note également. Il y a quelques vidéos sur YouTube qu'on peut vérifier. Ce que ça donne, entre autres, c'est donc ça permet la communication entre appareils. Là. Et il y a des vidéos où tu vois le pilote montre son partner en train de se faire fueler. Fait qu'on voit ses tanks à l'autre à côté, son chum là, qui est en train de se faire refueler. On voit ses réservoirs se remplir. Donc, c'est entre autres ça que ça permet de faire, c'est d'avoir des données, savoir qui a du fuel, qu'est-ce qui te reste comme arme, etc., etc. Puis cette fusion des sources-là, en fait, ce que ça fait, c'est que ça prend toutes ces données-là et ça les mélange, si on veut, et ça les présente de façon unifiée au pilote.
Donc, le pilote n'a pas besoin d'aller sur la page du radar s'il veut voir ce que le radar fait. Ensuite, aller sur la page du Sniper Pod, aller sur la page Link Size, aller sur la page, je sais pas quelle autre patente. Ouais. Donc là, c'est un écran où toutes ces données-là sont fusionnées. Et il va y avoir une symbologie qui va indiquer au pilote, ben ça vient du radar. Ça vient d'un radar, mais c'est l'avion radar qui est 200 000 nautiques derrière toi qui a envoyé cette information-là. Ça, c'est ton chum qui est à ton 3 heures à 50 000 de distance qui a vu ça. Mm-hmm. Ça vient d'un satellite. Ouais. Ça vient d'un véhicule blindé au sol qui a vu quelque chose. Donc, avec les symboles, ils sont capables de savoir d'où viennent les choses. Ouais. Et il y a une façon un peu comme si vous regardez sur un GPS, vous pouvez enlever ce qu'on appelle le declutter. Ouais. Donc, vous pouvez filtrer pour voir, mais moi, je veux juste voir ce qui vole. Ce qui est au sol, ça m'intéresse pas. Là, il y a des méchants en avion. Moi, je veux savoir son où. Ouais. Donc, ils sont capables d'enlever ça. Et le système est aussi capable de, si une menace plus importante qui apparaît, d'avertir les pilotes que, hey, buddy, il y a ça qui vient d'arriver, là. Oui, tout à fait. Puis, je trouve ça très... C'est très instructif et c'est très important qu'on le fasse, donc ce ménage au niveau des termes et tout ça. Au niveau de la fusion des données, un exemple concret, là, c'est que, par exemple, ce que le F-35, ce qu'on nous vend au niveau du F-35, c'est que tu es capable d'avoir sur ton écran quelque chose que ton radar ne peut pas détecter, mais tu sais qu'il y a quelqu'un qui s'en vient par là-bas. Donc la fusion de données, là, c'est ça, c'est ça que ça veut dire. C'est ça, entre autres, qu'on nous vend au niveau du F-35, c'est que c'est de la gestion de données en temps réel où tu as un petit peu de tout. Tu es capable de voir tes troupes au sol en train de s'installer, tu es capable de savoir ce que l'autre voit, ce que tu disais, ce que tu mentionnais, Olivier. Mais ce qui est incroyable là-dedans, c'est que tu es capable surtout de voir des choses que techniquement, tu n'es pas supposé. En théorie, tu ne serais pas supposé être capable de le voir. Même avec la technologie d'aujourd'hui, même avec ton super radar, ben, il est quand même encore un peu trop loin, le méchant. Là. Fait que c'est ton chum à 50 000, donc l'exemple que tu donnais, qui va le voir et te le transmettre. L'inverse est vrai aussi. La marine américaine a fait un test récemment. Je pense qu'on avait parlé dans un épisode, je ne sais plus lequel, mais il y avait un bateau qui était dans le Pacifique. Il y avait un F-35 au-dessus du désert. Oui. Le F-35 a détecté une cible avec son radar. Oui. Envoyé l'information au bateau via Link Size. Oui. Le bateau a lancé un missile. Puis il a été guidé par l'avion. Il a été guidé par le F-35. Exact. Donc, ça, c'est la technologie derrière le Link Size. Exact. Comme Greg disait tantôt, le pilote qui voit son collègue en train de se faire ravitailler, il existe pour les services de police. J'en dirai pas plus. Je dirais pas qui a ça, mais dans la région, ça existe. Ou les patrouilleurs dans leur voiture avec un laptop fourni par, on va les dire, parce que ça, pour faire vos recherches, Northrop Grumman. Ouais. Ils ont un système qui ressemble à Link Size. Donc, ils sont capables de voir toutes les voitures en patrouille dans la ville. Ouais. Et ils peuvent aller cliquer sur chaque voiture, voir c'est qui est dans la voiture, c'est quel type de voiture, c'est quoi l'équipement qu'il y a dans la voiture et à quoi ils sont assignés en ce moment. OK. Donc, c'est le même principe. Ouais. Donc, ça ne s'applique pas juste aux militaires. Au domaine militaire, il y a le domaine civil ou paracivil. En fait, ce qui est intéressant, public c'est et parapublic. Ça a commencé avec les militaires, puis là, ça descend tranquillement, comme beaucoup de technologies en aéronautique. C'est une technologie qui est utile. Oui, tout à fait. Donc, les policiers, ils ont un appel, et puis là, exemple, il y a brouillage des ondes pour X raison, parce que tempête solaire ou peu importe. Ouais. Et là, j'ai besoin d'aide, mais j'ai besoin d'aide en particulier, puis j'ai pas le temps de parler à mon répartiteur. Ouais. Mais il peut aller voir, OK, telle voiture, il peut envoyer un message texte. OK. Pour dire, viens m'aider. Parce que tu as quelque chose dans ton coffre qui va m'aider. Donc, Link 16, c'est la même chose. Donc, le pilote dans l'avion peut voir qu'est-ce qu'il y a autour de lui. Et puis, s'il y a un aéronef, en cliquant sur les différents symboles, il peut aller voir qu'est-ce qu'ils ont comme armement. Parce que c'est tout partagé avec les amis. Donc, il peut dire, hey, toi, le F-15 là-bas, là, tu as exactement le missile que j'ai besoin. As-tu vu ça? Il est intéressé. Puis, c'est un très bon point que tu soulignes. Puis, je pense qu'on va en reparler à travers les autres épisodes, là. Parce que c'est une technologie qui a beaucoup évolué sur le F-35. Le fait, tu sais, la légende urbaine qui est quasiment vraie, le fait que tu as probablement déjà entendu ça, que ton collègue peut tirer ton missile. Ouais, c'est presque vrai. C'est presque vrai. En fait, il tire pas ton missile, mais lui, le système, le méga computer qui gère tout ça, lui peut décider le Skynet. Ouais, c'est bon. Oui, c'est bon. Mais c'est ce qu'on disait avec le bateau. Oui, exactement, tout à fait. C'est que le bateau a lancé un missile et avec des données de guidage initial. Exact.
Et lorsque le missile est venu emporter du F-35, le F-35 a dit, en passant, ta cible est rendue à tel endroit. Oui. Le missile a corrigé son vol et est allé frapper la cible. Tout à fait. Donc, le fameux Beyond the Horizon. Là. Portée visuelle. Portée visuelle. Donc, dans le fond, celui qui tire le missile, après ça, la gang de F-35 peut le guider jusqu'à... Et ça va... j'avais une idée que j'ai perdue. C'était un excellent point. Malheureusement, je l'ai perdu. On aura l'occasion d'en revenir parce qu'il y a tellement de choses et de technologies là-dedans. Ah oui, c'est ça, c'est les avions arsenaux. Là, il y a un concept aux États-Unis. Oui. Ils se rendent compte qu'ils ont plus assez d'avions. Ils n'ont plus la profondeur dans leur rang pour avoir assez de munitions en vol pour détruire tout ce qu'ils veulent. Donc là, ils parlent des avions arsenaux. Si on veut, vite, là, un C-130, un Hercule qui est à 100 000 nautiques derrière le champ de bataille. Oui. Et qui a des missiles dans sa soute. Il y a un F-35 qui vole au-dessus du champ de bataille en mode furtif. Ouais. Il repère quelque chose d'intérêt. Ouais. Mais il peut pas l'attaquer parce que soit qu'il n'a pas la bonne munition ou il veut pas ouvrir sa soute parce qu'il va se faire repérer. Ouais. Il envoie un message au C-130 qui dit « Hey, envoie tel missile à tel endroit. » OK. Donc, Link 16 va venir fonctionner à ce moment-là. Ça pourrait-tu, puis juste pour finir sur ce point-là, parce que j'ai déjà, me semble, entendu parler de ça pourrait-tu être aussi, Olivier, genre mettons des F-15 qui sont pas furtifs pour 2 scènes, mais qui pourraient voler beaucoup plus haut avec des réservoirs supplémentaires et des missiles, c'est le même principe. Juste tourner en patrouille puis attendre, puis recevoir cette information-là, justement, là, même pas être engagé au niveau puis du... ça s'applique aussi, même une batterie d'artillerie de l'armée américaine va recevoir son guidage d'un F-35 de la même façon. OK, cool. Fait qu'on y reviendra sur ce concept-là. Le dernier concept duquel on va parler avant de rentrer dans l'histoire, c'est ce qu'on appelle en anglais le swing roll. Donc, c'est un concept qui est apparu, je dirais, avec le Typhoon et le Rafale. OK. Et ça a été appliqué au Gripen. Mm-hmm. Et le Super Hornet est rentré là-dedans. OK. Et le Boeing a aussi dit « Oui, mais le F-15 est capable aussi. » Donc, c'est une mission où l'avion va partir. Exemple, 2 Typhoons vont partir, équipés de bombes et de missiles. Ouais. Vont rentrer en territoire ennemi. Ouais. Vont se débarrasser de l'opposition aérienne. Vont bombarder les cibles. Ils vont retourner chez eux en encore une fois, affrontant l'opposition aérienne. OK. Donc, versus le Vietnam, où il y avait des bombardiers, exemple des Phantom qui étaient armés de bombes, Ouais. qui avaient juste 2 missiles d'autodéfense. Ouais. Donc, ils pouvaient juste se défendre, mais pour se faire ça, il aurait fallu qu'ils larguent leurs bombes. Oui. Et ces avions-là avaient besoin d'une escorte. Donc, d'autres Phantom armés juste de missiles qui, eux, leur job était vraiment de nettoyer l'espace aérien en avant des bombardiers. OK. Maintenant, c'est l'autre terme pour ça que vous avez peut-être entendu, c'est ce qu'on appelle self-escort. Mm-hmm. Donc, c'est un avion qui peut s'escorter lui-même. Donc, il est armé à la fois d'armes anti-aériennes et d'armes d'attaque au sol. Ouais. C'est entre autres pour ça, je pense que on voit autant de pylônes. Entre autres, le Rafale est un très bon exemple. Ouais. Je sais, je me rappelle que le Rafale, c'est celui où, en tout cas, dans le top 2, là, de l'avion qui a le plus la plus grosse charge à l'air. Puis c'est entre autres pour ça, justement, le fait qu'il peut emmener sa bombe. L'exemple qu'il donnait, c'était une bombe atomique. Là. Mais il était aussi équipé de missiles pour se défendre. Fait que, maintenant aussi, le F-15, le F-15E, il a toujours pu le faire, mais pas vraiment. Mais les nouveaux F-15 comme le SA, ils ont des pylônes supplémentaires. Le QA et puis le F-15EX. Ouais. Des Américains dont on a déjà parlé à quelques reprises. Là, eux, ils ont 2 pylônes de plus, donc eux sont vraiment capables de le faire également. OK. Ils ont les performances, ils ont l'avionique pour faire ce genre de mission-là. OK, parfait. Donc, vous voyez que tout est interconnecté. Donc, avec le radar AESA, vous pouvez à la fois cibler quelque chose au sol et dans les airs. Mm-hmm. Donc, pendant que le pilote, lui, s'occupe de descendre un avion ennemi, le gars qui était en arrière, lui, il est capable d'attaquer une cible au sol. Avec la super croisière, il prend moins de carburant pour se rendre. Avec la fusion des sources, ils savent tout ce qui se passe en un seul coup d'œil. Donc, ces concepts-là sont tous reliés. C'est pas des ou. Ouais, c'est pas des options. C'est et. Ouais, c'est ça. Puis, mais en fait, c'est ça. C'est pas des options. C'est pas quelque chose que tu choisis. Tu sais, je vais prendre un peu de ça, un petit peu de ça. C'est que pour être capable d'avoir cette fameuse 5e génération-là, et le fait que ces critères d'entrée-là soient c'est tout ou rien, mais c'est pas du snobisme ou c'est que vu qu'elles sont toutes interconnectées, si t'en manques une, ça donne rien. Ouais. Donc, ils vont marquer aussi que tous les avions de 5e génération, ce sont tous des monoplaces. Oui, c'est vrai ça. Bon point. Et les avions de 4e génération ou 4.5, génération 4.5, on a souvent un biplace. Il y a beaucoup de biplaces. Ouais.
Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que malgré la fusion des sources, tout ça, il y a beaucoup de forces aériennes qui savent qu'un deuxième pilote dans un avion, c'est vraiment, vraiment pratique. Donc, ils savent que, exemple, un F-18 dans la marine américaine, c'est le meilleur exemple parce qu'ils ont des Super Hornets qui sont monoplaces et biplaces, souvent sur le même porte-avions. Ils savent très bien que dans les missions très, très complexes, ils envoient les biplaces. Ils n'envoient pas les monoplaces. Mais apparemment, d'après ce que j'ai lu jusqu'à présent, c'était un article sur l'aviation italienne avec les F-35. Les F-35, avec sa puissance de capacité de calcul avec ses ordinateurs de bord, ils sont capables de faire des missions d'une complexité hallucinante qui d'habitude auraient demandé beaucoup de chasseurs biplaces et des heures de préparation. Avec les F-35, ils peuvent préparer en 30 minutes. Ils perdent 4 avions. Ils font la mission comme si c'était un vol pour se promener. Donc, on est capable d'enlever une certaine complexité au niveau de la préparation de mission avec cette fameuse 5e génération-là. Donc, juste au niveau du fait que les menaces sont moins sévères pour les avions, ils ont moins besoin de trouver des façons d'atténuer les menaces. C'est il y a des canons antiaériens, il y a des missiles antiaériens. Pas grave. Ils vont juste passer. Ils ne verront pas de toute façon. OK, intéressant. Donc, ça simplifie beaucoup la planification. Mais je trouve ça intéressant parce que c'est pas un argument qu'on entend souvent. C'est pas. On va parler de la vitesse, de la fusion des données, du radar ou quoi que ce soit, mais le fait que toute cette ingénierie-là t'amène à avoir justement à décomplexifier un petit peu la préparation de mission, la gestion. Le fait que, tu sais, si tu envoies juste 4 avions au lieu de 8, mettons juste le double, tu sais, c'est des avions de moins à préparer, des avions de moins à acheter, à équiper. Ou simplement, si au lieu d'envoyer 8 avions, tu en envoies 4, mais les 4 que tu n'as pas envoyés peuvent aller faire autre chose. Aussi, effectivement. Donc, c'est... OK. Faut voir ça comme ça un peu. On est en train de donner des arguments à Lockheed, là. Lockheed ou Sukhoi ou Chengdu. Ouais, c'est vrai. En espérant que les Chinois ne nous écoutent pas. C'est bon. Quoi qu'ils savent déjà tout ça. Ouais, probablement. On va rien leur apprendre aujourd'hui. Ouais. Probablement qu'ils pourraient nous apprendre des choses sur l'F-35. Ouais. Hey, vous avez oublié de parler de ça. Okay. Ah ouais, bien noté, monsieur Xiaoping. Merci. Ouais, merci. Xi Jinping. All right, continuons. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Oh, le vif du sujet, yes! Le programme d'F-35, le fameux GSF, le Joint Strike Fighter. Eh boy, que c'est compliqué. Ah, les acronymes, là, c'est pas aussi... Il y a pas autant d'acronymes que si on faisait l'histoire de la NASA, là, mais il y en a pas mal. Ouais, moi, je trouve que ça commence à être pas pire, là. Ce qui est intéressant au niveau de l'histoire du Joint Strike Fighter, qui est devenu le F-35, il y a une chose, moi, qui m'a fasciné à travers toute la préparation et ce que je lis depuis très longtemps. Là. Je me suis rendu compte que ça fait longtemps. Ah, c'est épouvantable, ça fait longtemps? Ça fait longtemps. Les gens risquent d'être surpris. L'avion est presque... Le projet est presque aussi vieux que nous. Oui. On parle du début des années 80, vous m'avez bien entendu. Oui. Début des années 80. C'est pas directement lié au Joint Strike Fighter. Ça ne s'appelait pas le Joint Strike Fighter, mais il y a plusieurs petites histoires ici et là, vous allez voir, qui ont amené les différents corps d'armée, les centres de recherche, Lockheed Martin, à s'intéresser à tout ça. Si je peux résumer, je peux vous résumer le programme du F-35 en... 3 lignes? Ah, même pas. Okay. Une ligne et... Ah ouais, donc je te lance un défi. Donc, si j'avais mon coin, là, je te lancerais un défi. C'est un avion pour épauler le F-22 et remplacer le F-16, F-18 et A-10. Ah ben écoute. En gros, c'est ça le F-35. OK. Mais... ça s'est pas passé comme ça. On n'aurait pas une série, une longue saga à vous raconter si c'était juste ça. Exactement. Donc, si on va au tout début... Oui. En fait, au milieu, parce que Greg, tantôt, va nous parler de trucs qui ont amené la marine américaine à s'intéresser au programme. Donc, si on regarde au début de ce qui est vraiment qui est si on veut le cœur du F-35, en fait du GSF, parce que là, on n'appelle pas ça le F-35. Le F-35 est très loin dans le futur. Oui. Donc, souvenez-vous, on est en 1986. Oh ouais. Donc, la chanson des 99 Ballons Rouges joue à la radio. 1986, il y a autre chose aussi. Top Gun. Eh oui. 34 ans, oui. Oh! C'est le premier film dont je me rappelle d'avoir vu au cinéma. Ah ouais. Moi, c'est Alien, le 2,
que mon oncle a eu la très bonne idée de m'amener Ben voir oui, à l'âge c'est de sûr. 6 ans. Donc, OK, on continue. Moi, j'avais même pas encore 5 ans. Mais j'ai vu Top non, Gun. c'est- Je ouais. m'en souviens. Mais écoute, t'es chanceux. Parce que si je l'avais vu, moi, au cinéma, je l'aurais vu en français, fait que ça aurait pas été... Je l'ai probablement en français, moi aussi, mais la traduction est très bonne quand même. Ouais, mais il y avait traduction québécoise. Fait que... Moi, c'était la traduction d'outre-mer. Ah, ok, ouais. Bon. Alors- Alors, dans nos moutons. Donc, en 86, il y a eu une entente qui a été signée entre les Américains et les Britanniques Oui. pour le remplacement du développer, en fait, commencer à peut-être penser à développer un remplaçant au Harrier. Donc, en 86, là, les Marines, là, ça faisait vraiment pas longtemps qu'ils avaient les Harriers, ça faisait même pas 10 ans. Ouais. Et on parle de la version A. Donc, le AV8A, si vous voulez en voir un, il y en a un au musée à Ottawa. OK. Donc, c'est. En fait, à Ottawa, c'est même peut-être un C, mais c'est le même avion. C'est pas vraiment. Ouais, c'est surtout de l'avionique qui a Ouais. évolué. Puis, Donc, mais c'est la même cellule. Donc, le plan était de choisir le concept le plus intéressant et de débuter les tests vers 88 à peu près. et de lancer le développement d'un chasseur opérationnel en 95. Ouais. Au début, c'était ça l'entente. Oui. Ils étaient très optimistes. Dans 2 Oui. ans, on va avoir un avion faire des tests. Puis Ouais. je tiens quand même à souligner un point important ici. Contrairement à ce que la plupart des gens peuvent penser, les Anglais sont impliqués dans le processus depuis très longtemps. Oh oui, les Anglais ont un rôle extrêmement important Oui. dans ce Parce dans le on a vu beaucoup ces 15 dernières années, beaucoup de gens, de journalistes qui ont critiqué un petit peu l'opportunisme des Anglais. Mais, Les Anglais sont pas là, cet avion-là n'existe pas. Exactement, puis vous y êtes pas du tout là-dedans. Et Ils sont ça, impliqués depuis le début. Et ça, c'est peu importe qui aurait construit l'avion, sans les Anglais, cet avion ne vole pas. Oui, tout à fait. Donc, on va en reparler plus tard. Et donc, ils avaient ils ont regardé au début 4 concepts pour le vol vertical. Parce que là, on parle des Américains, ils voulaient remplacer le Harrier. Donc, un avion à décollage vertical et ou décollage court et atterrissage court et ou vertical. Ouais. Donc, les 4 concepts qu'ils regardaient, c'était une poussée directe comme sur les Harrier. Oui. Donc, un moteur avec une saignée du moteur, tout ça. Ce qu'on appelle le Remote Augmented Lift System, le RALS. Ouais. Donc, c'est une tuyère de post-combustion dans le nez de l'avion et alimentée par une saignée d'air du compresseur. Donc, on va prendre une saignée d'air sur le compresseur du moteur. On envoie cette air-là vers l'avant de l'avion. On injecte du carburant dans ça. On allume ça. Ouh. Donc, un modèle de discrétion, un gentil chuchotement. Je me demande s'ils l'ont essayé, ne serait-ce qu'en modèle réduit. C'est sûr qu'ils l'ont essayé. Il faudrait regarder ça, mais J'aurais aimé savoir ça. pensez un peu à ce que ça peut faire à la peinture sur le pont d'un navire Ouais, ou sur de l'asphalte ou peu importe. Là. absolument. C'est épouvantable. Ouais, mais il y a des méchants beaux concepts qui sont sortis de là. Oh oui. Tuyau d'échappement dans les ailes. C'est Ouais. un autre concept. Oui. Encore là, on est en mode de poussée directe. Oui. Donc, on prend de l'air et on le pousse dans les ailes. Et finalement, la soufflante en tandem de Lockheed et de Rolls-Royce. Ça, c'est le X... 36. Le X36. Mais au début, quand ils faisaient ça, on va en parler plus tard, mais leur soufflante en tandem, c'était une soufflante qui était orientable qui fournissait une poussée aussi vers l'avant quand l'avion n'était pas en vol vertical. Oui. Ça a C'est été vrai. modifié par la suite, là, Ouais, mais ouais. à cette époque-là, en 86, c'est à ça qu'ils faisaient Oui, affaire. si je me rappelle, la soufflante était inclinable, puis il orientait aussi des volets là, pour pousser l'air. Ouais, tout à fait. Donc, une année s'est écoulée, on est rendu en 87. Oh boy. Donc, le corps des Marines décide que cet avion-là, qui s'appelle le ASTOVL, le Advanced Short Takeoff or Vertical Landing, j'ai bien dit ça? Oui, monsieur. Donc, remplacera à la fois les AV8, Ouais. les Harrier et les F-18. Ouais. Donc, ils avaient des F-18A à l'époque. Oui. Ah ah! Oui. Donc, l'avion devait avoir la même taille que le Hornet, mais plus de rayon d'action et être furtif. Donc, pourquoi la même taille que le Hornet? Pour pouvoir rentrer sur un Sur un porte-avions. porte-avions, exactement. 2 années sont écoulées. Le programme est en panne face aux nombreux défis qui sont soulevés par un avion de Oui. ce concept-là. Donc, le plus gros problème qu'ils ont, c'est la transition entre le vol vertical et le vol horizontal, Oui. qui avait déjà été très, très compliqué sur les Harrier. Donc, ils ont fini par s'en sortir justement en entraînant les pilotes pour dire ça vole tout croche, mais on va te montrer comment ça marche, tu vas être capable de t'en sortir. Donc, aussi, la difficulté, c'était de rendre un avion à décollage vertical furtif. Donc, là, ils se posaient vraiment la question de comment faire Ouais. pour que ça fonctionne. Mais c'est entre autres pour ça, par exemple, à ce niveau, à ce moment-là déjà, qu'ils ont le DARPA déjà est très. Ils s'en viennent de affilié. DARPA.
Ouais, mais ils ont déjà commencé un petit peu à parler, si je me souviens bien. Parce qu'il y a Lockheed là, qui tourne autour, même dans ces débuts d'année-là. Ils font beaucoup de lobby pour dire hey, on a peut-être des choses que nous autres, on avait étudiées dans le passé qui pourraient être utiles. C'est ce que j'ai lu un petit peu partout. Puis la seule raison pourquoi je parle de ça là, c'est parce que ça donne un petit peu déjà un avant-goût de ce que Lockheed est avec sa machine de lobby incroyable. Là. C'est que même déjà à cette époque-là, au niveau des concepts, on parle là, c'est de la recherche. Là. C'est des chercheurs en blouse blanche là, qui travaillent là-dessus. Là. Même déjà à ce moment-là, Lockheed est pas encore impliqué, mais commence à tourner autour et à lancer des idées. Donc, là, le programme des Américains et des Anglais, ça va nulle part. Mm-hmm. Ils appellent DARPA. Oh ouais. Donc, le DARPA, qui est l'agence gouvernementale américaine qui fait des recherches sur un paquet de sujets, mais c'est complètement loufoque. Là. Oui. Ça va du très sérieux à vraiment la science-fiction. Ah, c'est du... Moi, je les appelle Tony Stark. C'est incroyable. Genre, ils ont donné une idée là, à quel point ils vont loin. Là. Ils avaient un programme de recherche pour imprimer de la peau. Oui. Et des vaisseaux sanguins avec une imprimante jet d'encre standard. Il y a eu même des rumeurs comme quoi ils auraient travaillé sur des corps, pas de bras, pas de jambes, pas de tête pour fabriquer des organes. Des organes. Donc, ben, ça, c'est genre, exemple. C'est pour montrer comment c'est fucké. Imprimer des vaisseaux sanguins, imprimer de la peau, ça se retrouverait assurément dans le domaine civil par après. Oui. Mais c'est pour montrer comment ils pensent oui, tout à fait. en dehors de la boîte. Absolument. Donc, eux, ils arrivent et ils disent là, votre avion il est trop lourd. On met une limite de poids de 24 000 livres sur votre avion à décalage vertical. Donc, à 24 000 livres de poids à vide, ils s'assuraient d'avoir des moteurs qui étaient capables de faire la job. De faire la job. Oui, mais rappelez-vous, on est dans les années 80. Ouais, donc les ordinateurs sont moins avancés. C'est les débuts des matériaux composites. Oui. Donc, il manque quelques pièces au jeu de Lego. Il manque un paquet d'affaires. On n'a pas encore de soufflante en composite. On n'a pas encore de céramique dans les moteurs. Ouais. C'est encore très, très, très exotique. D'ailleurs, on n'appelle même pas ça exotique là, à ce moment-là, là, tellement que c'est hors de portée. C'est science-fiction. Là. Oui, tout à fait. Donc, aussi, ce qu'ils disent, c'est qu'ils disent aux compagnies, là, calmez-vous, à moins que vous ayez un avion que vous êtes capable de faire voler, on ne veut pas en entendre parler. Donc, ça a calmé les ardeurs, parce que là, ils étaient rendus avec des concepts là, complètement farfelus d'avion de décalage vertical. Mais là, en disant, si votre concept ne peut pas être fabriqué et volé genre dans d'ici 1 an, là, oubliez ça. Ouais. Donc, Lockheed. Ben oui, nos amis Lockheed. Qui revient. Ouais. Donc, Lockheed modifie son concept de soufflante en tandem et fait en sorte qu'elle est seulement verticale maintenant. Donc, elle va juste fonctionner quand l'avion est en vol vertical. Ouais. Donc, déjà là, ça enlève beaucoup de poids parce qu'il n'y a plus besoin de pivoter la soufflante ou des conduits pour envoyer l'air. Donc, ça simplifie en gros le design. Le design. L'avion ressemble à un avion normal. Oui. Donc, c'est pas une affaire bizarre là, avec des trous partout pour laisser passer l'air. Puis là, c'est le X-36. Ouais. On est rendu dans le coin du X-36. Et puis, il se raconte aussi que si un avion à décalage vertical a une soufflante derrière le poste de pilotage, si on fait un avion conventionnel, on peut enlever cette soufflante-là et ça fait un gros compartiment à mettre du carburant. Mm-hmm. Et c'est facile de rendre un avion furtif. Ben, facile, entre guillemets. Là. Ouais. De rendre un avion furtif, parce qu'on peut cacher cette soufflante-là. Ni vu ni connu, l'avion peut présenter une forme qui est facilement... qui peut être facilement caché au radar. Indétectable. Ouais. Puis c'est surtout le fait qu'ils viennent de se rendre compte que si on enlève la soufflante, ça fait un avion qui a beaucoup de volume interne. Ouais. Donc, puis drôle de coïncidence, là on est rendu dans les années... on vient de finir la tempête du désert, donc la guerre en Irak. 93-94. 91, juste après la guerre du désert. Les Américains, ils disent... en fait, les Américains, la US Air Force s'est rendu compte que pendant cette guerre-là, les F-16 n'avaient pas assez de rayons d'action. Ils étaient constamment en train de retourner voir les avions ravitailleurs. Mm-hmm. Donc, ça prenait beaucoup d'avions ravitailleurs, puis ça prenait beaucoup d'avions de chasse des F-16 au-dessus du champ de bataille pour pouvoir avoir une rotation, pour toujours avoir quelque chose d'armé au-dessus du champ de bataille. Ça, ils auraient pu nous le demander, on aurait pu leur dire. Hein? Ouais. Mais c'est le genre d'évidence qu'après coup, oui, c'est évident, mais avant qu'ils emploient l'avion en combat dans ce genre de combat-là, il n'y a personne qui avait genre vraiment pensé. OK. C'est comme quand tu cherches la pinte de lait puis il est en face de toi là, puis tu la vois pas. Là. Ouais, non, mais c'est sûr que, je veux dire, à ce niveau-là, l'exemple que tu donnes, c'est flagrant. Là, c'est dans ce style-là, c'est sûr, de ta pinte de lait. Là. Mais en même temps, je me dis que un gouvernement, une organisation comme le gouvernement américain, avec les moyens qu'ils ont, là,
ne pas savoir à l'avance que ton F-16, il risque d'être limité. Je parle pas de l'avion lui-même, OK? Parce que l'avion a quand même est encore aujourd'hui fantastique, plus que du côté geek, on s'entend, là, mais c'est une fantastique machine. Le F-16, il reste quand même que tout le monde sait que ça n'a pas de range, cet avion-là. Mais je pense que l'avion, la façon ils pensaient pas l'utiliser de la façon qui a été faite. Ils pensaient l'utiliser comme l'avion d'école, bombarde une cible, revient à la base. Okay. Là, ce qui fait ça, c'est que l'avion volait au-dessus du champ de bataille. Okay. En attendant de recevoir un appel pour aller attaquer une cible au sol. Oui, avec la désignation laser et tout ça. L'avion n'avait pas été conçu. Le concept d'opération est apparu pendant la guerre du Golfe. Tout à fait. Donc, ils n'avaient pas pensé à ça. OK. Donc, effectivement, oui, il n'y a pas beaucoup de rayons d'action, mais l'avion était fait pour décoller, voler 100 000 nautiques, attaquer, bombarder, revenir, puis finir. Tout à fait. Donc là, de voler pendant 6 heures de temps, l'avion n'a vraiment pas été fait pour ça. Okay. Donc là, il se dit, ça nous prend un avion qui peut voler pendant longtemps au-dessus du champ de bataille. Donc là, le projet, il est rendu en 2 parties. On a le projet des Marines et des Britanniques avec leur ASTOVL. ASTOVL, oui. Exactement. Ça avec du beurre de peanut sur une tranche de pain pas grillé, là. Voilà. Ouais, un bagel pas cuit. Et le projet maintenant aussi le CALF, le Common Affordable Lightweight Fighter, le CALF. Ouais. Donc là, DARPA chapeaute ces 2 projets-là. Mm-hmm. Et puis, c'est là que nos amis de chez Boeing commencent à s'intéresser au programme en même temps. Ouais, un petit peu, là. Tu sais, Lockheed, il rôde là, dans les plates-bandes, là. En fait, ce qui est important de mentionner ici, c'est que Lockheed rôde depuis très longtemps, donc depuis la fin des années 80. Puis ça, c'est un petit peu... le gouvernement américain a un petit peu couru après parce que, dans le fond, à plusieurs occasions, DARPA a fait jouer de ses relations avec le Skunk Works pour aller chercher des idées, le bon vieux hey, toi, tu ferais ça comment, là? Mais c'est exactement ça. Hypothétiquement. Ouais, exact. Donc, fait que DARPA est arrivé, était on and off là, sur certains projets, là, mais si les gens se demandent, mais OK, mais là, Lockheed sont là-dedans, oui, mais non, c'est pas clair. Effectivement, ce n'est pas clair parce que Lockheed n'est pas officiellement... Il n'y a aucune compagnie qui est officiellement mandatée. Aucune compagnie qui est officiellement mandatée, mais si vous faites vos recherches et vous lisez un peu à droite à gauche, vous allez voir que le Skunk Works a été impliqué dans certaines recherches aérodynamiques ou la fameuse fan dont tu parlais, Olivier, mais de façon non officielle. En fait, il y a un terme pour ça qui est très intéressant que je veux vous mentionner. C'est que on appelle ça des non-acknowledged programs. Donc, ils sont là. Ils ont entre autres travaillé par exemple avec la NASA parce qu'ils ont emprunté les installations de la NASA pour faire de l'aérodynamique, des recherches, tout ça. Mais non. Fait que si vous demandez à Lockheed, t'es-tu impliqué là-dedans depuis les années 80? Pas du tout. En fait, c'est le Skunk Works. Puis même le Skunk Works, ça a été fait comme genre, hey, viendrais-tu m'aider? Puis c'est ça, là. Fait que, donc, Lockheed est dans le portrait depuis très longtemps, oui, mais non. Et ça écœure bien des gens, OK, en bon français, dont Boeing, qui là commence à voir que s'ils ne s'impliquent pas un petit peu ou s'ils ne font pas juste dire « Hey, moi, je suis là », ça risque de leur passer. Ils savent pas quoi, il n'y a pas de contrat encore, il y a rien, mais ils savent que s'ils ne s'impliquent pas un peu plus là-dedans, puis s'ils n'assistent pas au meeting, puis s'ils ne vont pas au 5 à 7, là, ils risquent de manquer le bateau parce qu'il y a quelque chose de gros qui est en train de se préparer. Là. Puis à cette époque-là, Boeing a déjà manqué le bateau parce que le contrat pour le F-22 a été donné. Oui. Et c'est Lockheed qui l'a eu. Au niveau du concept. Oui. Donc le Advanced Tactical Fighter, le ATF. Oui. Donc Boeing n'a pas été retenu. Boeing va quand même participer au programme. Mm-hmm. Ils vont s'associer avec Lockheed pour faire certaines parties du F-22. Oui. Donc le fuselage avant. C'est le front section, oui. Donc, ils sont quand même dedans. Mais là, ils ont fait leur devoir, puis ils se sont rendus compte que il fallait qu'ils développent un chasseur multiversion et multimission d'un poids proche d'un F-16 à un prix plus faible que le F-22 et en plus que l'avion devait être STOVL pour remplacer le Harrier et avoir une bonne autonomie. Et retenez ça, avoir une bonne autonomie. Ouais. Ça, chez Boeing, c'est le nerf de la guerre. L'autonomie de l'avion, donc le nombre d'heures que l'avion peut rester en vol avant d'être ravitaillé. On station, c'est ça? Juste combien d'heures? Juste en vol? Je décolle avec du carburant, combien d'heures que je peux voler. OK. Donc, plus l'autonomie est importante, plus le temps en station, ou ce qu'on appelle le playtime, va être long. OK. Donc, Boeing, ils ont retenu ça. Les autres, ça nous prend un avion que des piles de gaz.
OK. Ça nous prend du fuel. Donc, c'est dans ce contexte-là que Boeing vient commencer à rôder dans les parages de ce programme-là. OK. En 93, tu nous as parlé de 93 tantôt. Oh oui. Là, on est rendu en 93. Là, on y est, là. Oh oui. Donc, c'est qui est le président des États-Unis? 93, c'est Bill Clinton. Oncle Bill. Oncle Bill. Donc, en 93, le programme change de nom, en fait. En fait, le CALF, le Command Affordable Lightweight Fighter, devient le GAST, le JAST, Oui. le Joint Advanced Strike Technology. C'est le nom du programme. Oui. Donc là, il se passe plusieurs choses. Je pense que tu vas en avoir long à dire là-dessus. Là. Donc, le Congrès commence à s'en mêler. Donc, ça devient plus sérieux. Jusqu'à présent, c'est vraiment juste on regarde, là, peut-être qu'on va remplacer le Harrier. Ça serait le fun qu'on puisse remplacer le F-16 aussi, puis le F-18. Ouais. Mais on sait pas trop. Il n'y a pas vraiment de direction. DARPA, les geeks à DARPA, ils ont du fun. Là. Ben oui. Ils se font financer. Stark Industries, ils capotent. Là, ils ont plein de projets. Là. Écoute, ils se font... Il y a une rumeur comme quoi ils se faisaient demander des études à faire à peu près une par semaine de un avion de chasse ultra léger, la moitié du poids, la moitié du poids d'un F-16, pas de nose wheel. Qui atterrirait en équilibre. OK, fine, il partait avec ça, puis là, j'exagère, on s'entend. Ouais, mais c'était ridicule. Là. Mais c'était ridicule. Là. Il n'y avait aucune direction au projet. Oui. La seule bonne nouvelle là-dedans, pour les geeks et ingénieurs qui nous écouteraient, là, c'est que ils avaient carte blanche pour étudier à peu près, je veux dire, à moins d'arriver avec une boîte, là, un peu comme le Petit Prince, là, parce que l'avion que tu veux, il est dedans. Là. Tout était bon à étudier. Ouais. Donc, le Congrès, il se rend compte de ça, puis le Congrès commence à voir qu'il y a des votes à gagner avec ça parce que ça va donner de la job à leur comté. Oui. Mais il se rend compte aussi qu'il n'y a pas de direction. Donc, il crée un bureau, donc le bureau du JAS. Donc, je retourne voir mon acronyme, le Joint Advanced Strike Technology. Il crée un bureau qui va gérer le projet, donc il va donner une certaine direction. Ouais. Donc, ce bureau-là va devenir immense et prendra des décisions qui vont influencer toutes les suites du programme. Ouais. Il y a 3 choses qui se passent. Donc, il décide dès le début qu'il va y avoir 2 bombes que l'avion va emporter 2 bombes sur la cible, comme le F-117 est capable de le faire. Le F-117 qui a été révélé au public en 89. Oui. Avec la photo là, en angle qu'on voyait même pas quelle sorte d'avion que c'était, là, après l'opération Panama. Oui. Et là, le F-117 est très connu à cause de la guerre du Golfe. Donc, la fameuse première nuit où l'avion est au-dessus de Bagdad. Ouais. Puis qu'on a vu plein de vidéos où il faisait sauter des bunkers. Ouais, c'est ça. Même. Donc là, ils disent au minimum, il faut que l'avion fasse la même chose que le F-117. Ouais. Le US Air Force accepte un avion pas plus rapide ou manœuvrable que le F-16. Retenez ça aussi. Donc, la US Air Force accepte un avion qui sera pas plus rapide et pas plus manœuvrable ou maniable que le F-16. Ouais. On va en reparler dans le futur. Ça va revenir. Et vous savez pourquoi ça fait partie des rumeurs qui sont pas vraiment vraies puis que c'est de l'information. Et là, Greg, on va te laisser courir avec ça. La US Navy est convaincue d'adopter un monomoteur. Comment la US Navy est venue accepter ça? La US Navy, comment elle est venue à accepter ça? Mais c'est une... C'était un long chemin, je pense. C'est un long chemin. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que je veux juste faire un petit retour en arrière au niveau de l'acceptation et du fait que comment ça se fait qu'on a des différents corps qui se trouvent à être à s'unir sur différents projets. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est tantôt en commençant, on disait l'histoire du F-35 / le Joint Strike Fighter commence au début des années 80. Oui, mais non. Ce qui commence au début des années 80, c'est un début de changement d'attitude qui est en train tranquillement de s'opérer. Pourquoi? Parce qu'on s'est fait casser, tout simplement. Début des années 80, il y a un programme, le Advanced Tactical Aircraft, le ATA, et non pas le ATF, qui a donné le F-22. Le ATA, la Navy voulait un nouveau bombardier, développer un nouveau bombardier pour remplacer son Intruder, le A6. Du bon vieux film, comment ça s'appelle ça? Il faut sauver le vol de l'Intruder. Le vol de l'Intruder. Qui était une assez fantastique machine. J'ai déjà croisé un pilote d'Intruder dans une convention. Là.
Puis le gars, il dit moi, j'ai volé du F-18 après parce qu'il n'y avait plus d'intruder. Ça fait que les gars, ça a l'air qu'ils se faisaient pas mal du fun là-dessus. Donc, on s'est dit, il va falloir éventuellement, cet avion-là, il a fait la guerre du Vietnam et patati patata. Donc, il va falloir commencer à penser à le remplacer. Et c'est ce qui a donné les recherches, le développement, c'est ce qui a donné le fameux Avenger 2. C'est le A12. Vous irez voir ça. Ça sera dans les notes. Ça sera dans les notes. Vous Le irez Doritos voir ça. volant. Le Doritos volant. Ouais, c'est direct là que je m'en allais parce que c'est toi qui l'appelles comme ça. Le Ça a l'air Doritos Cool volant. Ranch. Oui. Donc, il devait... dans le fond, c'était un intruder furtif là, qui devait copier-coller. Là, prenez la mission de l'intruder. Là, il devait faire exactement la même chose. Il n'y avait aucune vraiment amélioration. On a même reproché au projet de ne pas laisser de place à évolution. Entre autres, la soute était trop petite pour éventuellement avoir des nouveaux missiles ou des nouvelles affaires. Et on sait, entre autres, par exemple, que les JDAM, souvent, la tête qui bougeait, là, qui... Pas les JDAM, pas les JDAM, LGB. Les LGB, que la tête guidée par GPS ou je sais pas trop quoi. Et donc ça a rallongé les bombes, etc., etc. Donc, vous voyez le topo un petit peu. La Navy s'est faite casser, mais solidement, en 91 sur ce projet-là. On a dépassé le budget. En date d'aujourd'hui, là, on n'a même pas le chiffre officiel encore. Si vous pensez que le F-35 coûte cher, ça, c'est... Ça a été... puis moi, ce qui me surprend là-dedans, c'est qu'on n'ait pas appris de ça. Parce que ça a été un scandale... c'est sûr que j'allais dire à l'époque, peut-être les gens s'en rappellent, oui, mais non. Il faut être un petit peu dans le milieu pour le savoir. C'est un scandale dans le milieu, plus qu'un scandale public. Parce que ça a brûlé un cash incroyable. N'oubliez pas qu'on est dans les années Reagan. Les années Reagan, le beau Ronald, il a serré la ceinture quelque peu. Aussi, donc, le Ronald, lui, il s'est arrangé pour faire faillite à l'Union soviétique. Aussi, fait que ça a coûté cher. Il y a eu le programme plus ou moins vrai de Star Wars, etc., etc. La navette spatiale et tout le kit, qui coûtait plus cher. C'est pas Ronald Reagan qui a parti le programme de la navette spatiale, mais elle volait pendant que lui était là et on s'est rendu compte que la navette spatiale coûtait 400 millions à envoyer dans les airs à chaque fois qu'elle y allait. Donc, coûtait plus cher que prévu, etc., etc. Donc là, ce programme-là a fait en sorte que la Navy s'est fait casser les jambes solidement. Donc, premier échec pour eux autres à développer un avion que eux voulaient. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que c'est quelque chose que la Navy voulait. Leur avion, leur design, leur programme. Autre fait important, c'est suite à cet échec-là, on a dit, écoutez les amis, on a déjà des plateformes qui roulent, là. On a payé pour de la recherche. Ça serait peut-être bon qu'on puisse réutiliser quelque chose qui existe déjà. Puis ce qu'on a essayé de faire, c'est de navaliser le F-22. OK? Donc ça a été le NATAF, là, je ne sais pas comment on prononce, le Naval Advanced Tactical Fighter. Ça n'a pas duré longtemps. On parle de même pas 2 ans de recherche et de meeting. Fait que dans le fond, comme je l'ai mentionné, on a cherché à navaliser le F-22, puis ça, c'était pour remplacer les F-14. Ça n'a pas fonctionné. Puis il y avait aussi Lockheed qui avait proposé le F-117N. Oui. Pour remplacer quand le A12 a été cancellé. Oui. Lockheed a dit, hey, on peut vous faire un F-117. Mais ça a l'air que il y a eu 2-3 meetings. Là, ça a été vite tué dans l'œuf, mais ils l'ont quand même proposé. Oui. En fait. Comme on dit, un gars s'essaye. Ben non, mais c'est intéressant. Je veux dire, on est un podcast d'histoire / technique. Moi, de ce que j'ai vu de mon côté, une des raisons pourquoi ça n'a pas fonctionné, le F-117 navalisé, c'est qu'il aurait fallu renforcer la structure beaucoup trop. Fait qu'on aurait perdu le... Moi, j'ai entendu dire qu'il aurait fallu rajouter pratiquement 1/3 du poids de l'avion à ce moment-là en renforcement structural. Aussi le fait que le F-22 et le F-117, c'est des... si on veut, le F-117, c'est l'avion furtif de première génération. Ouais. Pas les générations dont on a parlé déjà au début, là, mais si on regarde la furtivité... Même la furtivité. Là. Le F-22, c'est 2e génération. Et ces avions-là ils demandent beaucoup trop d'entretien. Sur un bateau, en pleine mer, avec l'eau salée, ça n'aurait jamais fonctionné. Oui, entre autres avec la fameuse peinture spéciale qu'il y a sur jamais que ça aurait pu fonctionner. Oui, tout à fait. Donc, on va reparler de ça dans le cas de ce qui t'intéresse, là, mais pour ces deux projets-là. Tout à fait. Entre autres, c'était voué à l'échec déjà en partant. Oui. Puis au niveau, après ça, donc ça c'est le 2e
le deuxième gros échec de la Navy parce que on s'est retrouvé encore une fois à être un petit peu le dindon de la farce. Là. C'est que la Navy a été pointée du doigt au début des années 90. Là, sincèrement, là, il ne faisait pas bon de porter un uniforme de la Navy à Washington. Je parle à Washington, OK? Là, pas dans le reste du pays. Là. Mais à Washington, c'était pas très agréable de faire partie de la Navy. Parce qu'entre autres, la Navy avait la réputation de drainer les budgets des forces armées, mais d'une façon drastique. Ça n'avait aucun rapport. Là. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, c'est dans les années 2000, c'était l'armée américaine qui drainait les budgets avec leur projet d'hélicoptère de reconnaissance. Oui, entre autres avec le Comanche. Là. Et le ARH-70. On aurait eu au moins l'opportunité de le voir dans Hulk. Fait que... Mais c'était de la propagande, c'était bon. Peut-être que Boeing s'était dit qu'en le mettant dans un film de super-héros, ça forcerait un petit peu les. Je pense que c'était choses, déjà là. cancellé. Ah oui? C'était cancellé en 2003. Faudrait regarder. Ouais. On va regarder ça. En tout cas, ce qui est important de se rappeler ici, c'est que des programmes cancellés, il y en a eu 1 puis 2. Là. Oh, il faut pas s'en faire avec ça. Là. C'est assez impressionnant à ce niveau-là. Et donc, suite à tous ces problèmes-là, problèmes entre guillemets, là, la Navy a commencé à regarder, à se rapprocher du programme dans lequel les Marines étaient déjà impliqués. Fait que là, vous allez me dire, ouais, mais au niveau de la Navy, Marines, les Marines dépendent de la Navy. Oui, c'est vrai. Mais au niveau du programme pour remplacer le Air, c'est Navair qui s'occupait de ça, qui gérait le programme. Puis Navair, c'est l'agence de procurement de la Navy qui gère les achats. Le budget du corps des Marines passe par le bureau de la Navy. Passe par le bureau de la Navy. Parce que c'est l'infanterie de la marine américaine. Exactement. Leur nom le dit, c'est de l'infanterie de marine. Ah oui, tout à fait. Donc, fait que la marine était au courant de ce qui se passait, bien sûr, mais n'était pas, à proprement dit, n'était pas impliquée dans le projet de remplacement qui occupait les Marines à ce moment-là. Et donc là, on a commencé à force de se faire shutter down et d'avoir une mauvaise réputation à Washington. La Navy a commencé à tranquillement dire, sais-tu quoi? Peut-être qu'on pourrait commencer à regarder pour se rapprocher de ce qui est en train d'accaparer tout le monde à Washington à ce moment-là, c'est-à-dire, là, on est rendu, je suis perdu dans mes acronymes, là, on est au JAST. JAST. Fait que c'est là que la Navy commence à regarder, voir qu'est-ce qui pourrait être fait, qu'on commence à parler aussi plus sérieusement d'une plateforme qui équiperait les 3 corps d'armée. Ouais. Vas-y, je te laisse continuer, Olivier. Spécifiquement, c'est que maintenant, les lumières commencent à s'allumer un peu partout. Là. Il y a des gens qui disent, on devrait faire quelque chose d'intéressant. Ouais. Donc, il s'agit de faire un avion qui peut être adapté pour les opérations à décollage court, atterrissage vertical. Exact. Donc, on devrait être capable de faire ça. Et aussi, ils sont, comme les 3 services vont l'acheter, ils vont en avoir beaucoup. Ce qu'il faut faire baisser logiquement, ils devraient faire baisser le prix. Oui. aussi, ils se disent, mais si on fait ça, on peut vendre cet avion-là à tous ceux qui ont des F-16 et des F-18 sur la planète. Ouais. Donc, c'est beaucoup de monde qui va acheter ça. Donc, ça va faire baisser les prix. Oui. Ce qui est intéressant de mentionner ici aussi, là, puis on le voit en ce moment avec l'attitude que la Navy a en 2020, là, dans l'histoire qu'on est en train de raconter, là, vous aurez remarqué que la Navy est la dernière à avoir embarqué dans le processus. Et vous remarquerez qu'aujourd'hui, en 2020, c'est mon interprétation, là, on s'entend, c'est pas une question d'opinion, là, c'est vraiment une observation. Mais celle qui est le corps d'armée qui est le plus réticent en ce moment à faire entrer le F-35 en service, c'est la Navy. Puis c'est pas juste une question parce que c'est le dernier modèle sur lequel Lockheed a travaillé, c'est un fait. Mais il y a aussi le fait que, si on résume ça grossièrement, puis tu me reprendras, Olivier, là, la Navy n'en veut pas. On y reviendra. Mais dans l'histoire, là, l'ordre, la chronologie des corps d'armée, elle n'est pas inversée. Là. Les gens qui nous écoutent, là, la Navy est la dernière à avoir embarqué dans le bateau. Là, pour pas faire de mauvaises... pour les Américains. Pour les Américains, exactement. Donc, rendu à cette époque-là, il commence à avoir des équipes qui sont formées pour soumettre des projets. Si on retourne un peu en arrière, en 86, il y avait 7 compagnies qui auraient pu soumettre des projets.
Rendu en 94, ils sont rendus à 4 compagnies. Il y a eu des fusions et des compagnies qui ont fait faillite, qui ont disparu. Donc, on a Northrop Grumman, on a Lockheed Martin, on a Boeing et on a McDonnell Douglas, qui est à l'époque encore... Qui n'avait pas encore fusionné avec Boeing. Donc, c'est là qu'on en est au niveau des forces en présente à cette époque-là. Et si on regarde juste au niveau de Lockheed Martin, parce que c'est la compagnie pour qui il y a le plus d'informations sur leur projet qui est dans le cas du F-35, là. Si on regarde leur projet qu'ils avaient pour le CALF, pour le Common Affordable Lightweight Fighter, on avait un avion, et c'est la même chose avec l'X-36, là. Ouais. On avait un avion qui avait des canards et une aile Delta. Ouais. Et là, ils se sont rendus compte, dans l'article de Bill Sweetman dans International Air Power Review, il y a un des ingénieurs de Lockheed qui s'est rappelé que la seule place où les canards vont sur un avion, c'est sur l'avion de ton concurrent. Donc, à cause du besoin de... Quand ils sont passés au GAST, au JAST, à cause du besoin de se poser justement sur un navire où il faut voler lentement avec une attitude plate, les canards sont pas très bons parce que les canards sont excellents pour contrôler l'avion quand le nez est dans les airs, qui a un bon angle d'attaque. Donc, Lockheed a dit « Hey, t'es fou d'une poche. On a déjà un avion qui vole, qui est furtif, qui s'appelle l'F-22. On va prendre l'F-22. On va le monomotoriser. On va le rapetisser. On va prendre un monomoteur. » Et là, ils ont commencé à travailler sur leur projet pour le GAST à partir du F-22. Donc, ça explique la forme du F-35. C'est vraiment... inspiré du F-22. Tu avais une théorie. Moi, j'aime bien ta théorie du monomoteur pour la Navy, Olivier. Je te laisse raconter. La théorie? Ouais, de pourquoi ils ont accepté un avion au monomoteur. Alors que tout le monde a toujours dit que la Navy préférait toujours... J'avais une théorie, moi? Ouais, t'avais une théorie là-dessus. On en avait discuté, que je trouvais intéressant. Mais on y reviendra, c'est pas très grave. Je vais te remémorer tout ça plaît, parce que tantôt quand on va préparer le deuxième épisode. Mais retenez ça, on va y revenir sur cette fameuse théorie de monomoteur, bimoteur, là. Entre autres, au Canada, ça a été une grosse affaire, là. On en a beaucoup parlé à cause des grands espaces canadiens où on a absolument besoin de... Des grands apports de neige au nord du Grand Nord? Genre, ouais. Qui étaient autrefois poétiques, et qui sont maintenant stratégiques? À peu près, ouais. Donc, il y a toute une... Il y a la théorie d'Olivier, il y a l'histoire qui vient avec, et il y a la technique aussi, donc l'aspect ingénierie de la chose. Vous allez voir... C'est pas une question de Lockheed ou Boeing ou quoi que ce soit. Là. Il y a une raison pour qu'on est rendu à des monomoteurs aujourd'hui. Tout simplement. Puis c'est pas très très compliqué, vous allez voir. All right. On est rendu où, là? Là, on est rendu. On va finir sur un cliffhanger. Ben ouais, donc. Donc, le 16 novembre 96. Retenez cette date. Si vous vous souvenez, vous étiez? 16 novembre 96. J'étais au secondaire. Moi aussi. J'ai mes agendas chez moi, je pourrais regarder qu'est-ce que je faisais cette journée-là. Ouais, effectivement. Mais bref, il y a l'apparition d'un besoin opérationnel en 96. Et le 16 novembre 1996, ce qui se passe, c'est que les compétiteurs sont choisis. Donc, le GAST devient le JSF, le Joint Strike Fighter. Mm-hmm. Il y a 2 équipes qui sont sélectionnées pour soumettre un projet. On va en parler la prochaine fois. Ouais, je pense qu'on va laisser ça là-dessus. Laisser les gens mûrir un peu, surmurer. Ouais, tout à fait. Fait que moi, je pense que pour un premier épisode, c'est pas pire. Ouais, je pense que ça fait quoi? Ça fait plus d'une heure qu'on discute de ce fantastique... Les gens sont peut-être tannés. Appareil, oui. C'est pour ça qu'on va faire 4 épisodes. Je pense qu'on a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à présenter. On a beaucoup de choses à démystifier aussi. Donc, 4 épisodes, d'après moi... on devrait en avoir... on devrait être capable de les remplir bien comme il faut. Quitte à faire un rappel. Un rappel. Si besoin est. Mais donc, écoutez, on vous invite, comme d'habitude, à nous envoyer questions, suggestions, tout ce qui vous passe par la tête. Cliquez le bouton j'aime si vous regardez sur YouTube. Cliquez le bouton j'aime sur YouTube. Laissez-nous un commentaire. Puis on adore vos commentaires. Gênez-vous pas. N'importe quoi qui vous passe par la tête. C'est quand même c'est un sujet qui est très complexe, très controversé. Il y a beaucoup de choses qui... C'est des choses qu'on a mal expliquées. Le prochain épisode,
au début, on va revenir là-dessus. Oui. Ça va nous faire plaisir de démystifier ou de clarifier certains points si ça n'a pas été assez clair. Absolument. Puis il y a beaucoup de termes techniques. Puis là, on va commencer à rentrer dans le technique parce que la prochaine étape, on s'en va vers des démonstrateurs et tout ça. Là. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans les détails mécaniques de la chose. Là. Donc, gênez-vous pas, questions, suggestions. On va se faire un plaisir de répondre à ça. Puis en même temps, ça nous challenge, fait que ça nous force à fouiller puis à aller chercher l'information. Sur ces belles paroles, c'était Grégory Blanc. Olivier Lacombe. Écoutez, on vous souhaite une tempête de ciel bleu. À la prochaine. À la prochaine. Merci d'avoir écouté Aéropod. Abonnez-vous à notre podcast sur la chaîne YouTube ou encore pour la version audio sur iTunes, Google Podcast, Spotify ou votre plateforme préférée. N'oubliez pas de demander les notifications pour être averti dès que le nouveau contenu est disponible. Visitez nos sites web mentoraero.com et lesailesduquebec.com pour toute info supplémentaire et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires ou questions à l'adresse aéropod, AEROPOD, @mentoraero.com ou encore sur la page Facebook de l'Aéropod. Over.